arrivez à voir ma diapo? Oui, on arrive à voir. Essaye de voir un peu, est-ce que ça défile correctement? Euh, non, oui, oui, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Ouais. Parfait. Donc, on se donne encore un petit 2 ou 3 minutes de plus avant de démarrer. Quand vous commencez à présenter, activez vos caméras et nous, on va les désactiver. Bon, bon, je crois qu'on va commencer pour ne pas pénaliser les autres. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler un petit peu des anticoagulants dans tous leurs états et de la fibrillation atriale. Il y aura la première présentation qui sera assurée par le docteur Ahmed Nouamou, qui va nous parler un petit peu de la FA et tout ce qui est comme nouveauté. Et puis, le docteur Benouna va nous parler des AOD et coronaropathie. Et finalement, docteur Maroufi va nous parler des AOD en cancérologie. Je vais assurer la modération avec le professeur assistant Arous Salim, qui est le président de la CIR, pour donner la parole aux différents à l'auditoire et répondre aux différentes questions. Donc, on laissera la discussion et les questions vraiment à la fin. Donc, je crois on va commencer. Il est pratiquement 10. Donc, je te donne tout de suite la parole, docteur Ahmed. À toi la parole, Ahmed. Moi, je vais me cacher là maintenant. Merci, cher maître. Je tiens à vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour la formation médicale continue et sans tarder. Et avant de commencer la présentation, je tiens à préciser, ma diapo ne défile pas.
Je tiens à préciser que j'ai aucun conflit d'intérêt, en particulier avec le laboratoire Pfizer qui sponsorise ce webinaire. Alors, on va aborder le sujet d'aujourd'hui selon le plan suivant. La définition diagnostique de la fibrillation atriale. On va voir ses caractéristiques cliniques, l'évaluation diagnostique et sa prise en charge thérapeutique. La Excuse-moi, FA dans certaines situations cliniques. la diapo ne défile pas. Excuse-moi. C'est bon? Maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. Avant de conclure. Alors, la fibrillation atriale est la rythmie soutenue la plus courante chez les adultes. Cette prévalence actuellement est estimée à entre 2 et 4 %. Et vous voyez à droite cette prévalence qui augmente avec l'âge, notamment après 60 et 65 ans. Les dernières recommandations montrent qu'un malade sur 3 va présenter une FA au cours de sa vie et qu'elle est plus fréquente chez l'homme et surtout qu'elle est liée aux facteurs de risque cardiovasculaire et que lorsqu'on les contrôle, on diminue l'incidence de la FA. Plusieurs facteurs sont liés à la FA. Il y a l'hérédité, la génétique, l'âge, le sexe masculin. L'incidence est plus importante chez l'homme alors que le risque d'AVC chez la femme est plus important. Ces 4 facteurs sont entourés par un grand nombre d'autres facteurs, notamment les facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Alors, parmi les changements de définition de la FA dans son volet clinique, il faut avoir un électrocardiogramme qui enregistre et documente la FA pendant au moins 30 secondes ou un ECG de 12 dérivations pour parler d'une FA. Et puis, cette entité clinique d'épisode d'arythmie atriale rapide, AHRE pour Atrial High Rate Episode, qui est définie par une activité atriale sur une prothèse rythmique ou sur un octaire implantable au-delà de 175 battements pendant au moins 5 minutes. Le C de 5 minutes a pour objectif de réduire l'inclusion des artefacts. Durant ces activités atriales rapides, on ne retrouve pas d'onde-P, mais des événements atriales détectés. Et cette activité doit être recherchée visuellement sur le GM atrial, puisque souvent il s'agit d'artefacts ou de surdétection. La FA infraclinique, quant à elle, est définie par des épisodes d'arythmie atriale rapide confirmés par un médecin qui a l'habitude d'interroger les prothèses rythmiques, comme étant des épisodes de FA, flûtaire ou tachyatriale, ou FA détectés par un moniteur cardiaque insérable, mais jusqu'à maintenant sans documentation par un électrocardiogramme ou un électrogramme de plus de 30 secondes, puisque si on documente par l'un de ces deux moyens, on parlera d'une FA clinique. En cas d'épisode d'arythmie atriale rapide, comme vous voyez sur le GM atrial sur le tracé en haut, si on documente sur le CG ou le GM de 30 secondes, on confirme la présence de la FA, et donc le diagnostic de FA clinique est retenu. Si pas de documentation, on parle alors d'une FA infraclinique. Alors, concernant cette entité atriale rapide et FA infraclinique, on peut se poser plusieurs questions. La première question, est-ce que cette entité est fréquente? Eh bien, la réponse est oui. Leur incidence chez les patients porteurs d'un simulateur cardiaque ou dispositif implanté est de 30 à 70 %, mais elle peut être inférieure dans la population générale. Ceci peut être expliqué par du fait que les patients porteurs de pacemaker sont plus exposés au remodelage atrial dû à l'augmentation des pressions du VD et du fait que dans cette population, une cardiopathie structurale est souvent présente. La deuxième question, est-ce qu'il y a une corrélation entre arythmie atriale rapide et FA clinique? La FA clinique se développe chez un patient sur 6 dans les 3 ans suivant le diagnostic de cette entité, d'où l'intérêt de leur détection et leur surveillance. Une autre question importante, c'est est-ce que les arythmies atriales rapides et la FA infraclinique sont associés à un risque élevé d'AVC ischémique? Alors, de longs épisodes d'arythmie atriale rapide et FA infraclinique, minimum de 5 à 6 minutes, sont associés à un risque élevé de FA clinique et d'AVC ischémique et de mortalité cardiovasculaire. Et dans l'ensemble, le risque absolu d'AVC associé à cette entité peut être bien inférieur à celle de la FA clinique. Alors, doit-on anticoaguler cette là? Eh bien, les preuves disponibles sont insuffisantes pour justifier l'anticoagulation de routine chez ces patients et l'utilisation de traitements anticoagulants peut être envisagée chez des patients sélectionnés. Donc, de faible charge de FA avec un faible risque ischémique, eh bien, le traitement anticoagulant n'est pas recommandé. Et si la charge de FA est importante, le risque d'AVC est faible, ou à l'inverse, le risque d'AVC est élevé avec une charge fibrillatoire faible, eh bien, pas de traitement anticoagulant. Mais on doit surveiller d'éventuels changements au niveau du risque d'AVC et de charge de la FA, puisque ces deux paramètres sont dynamiques
et peuvent évoluer dans le temps. Enfin, lorsque ces deux paramètres deviennent importants, c'est-à-dire une charge de FA importante plus de 24 heures et un chat vasque important, eh bien, le traitement anticoagulant est à considérer. Concernant la présentation clinique de la FA, les patients avec FA peuvent avoir différents symptômes, mais 50 à 87% des patients sont initialement asymptomatiques. Chez ces patients, le souci va être l'anticoagulation et certains peuvent présenter des symptômes tels que des palpitations, la fatigue, des vertiges, la dyspnée ou une intolérance à l'effort. Ces symptômes sont évalués en ce qui concerne la façon dont ils vont affecter l'activité quotidienne du patient par le RA-score. Et là, ces patients, le souci va être, en plus de l'anticoagulation, la gestion du rythme et le contrôle de la fréquence ventriculaire. Et pour ces deux situations, le contexte clinique est capital. Chez les patients symptomatiques, il est important de s'assurer que les symptômes sont liés à la FA et non à une autre étiologie, puisque c'est à partir de là qu'on va décider si on va opter par une stratégie de contrôle de fréquence ou de rythme. Et si le patient est asymptomatique, eh bien, il est important d'exclure une adaptation inconsciente des capacités physiques en cherchant un éventuel essoufflement ou fatigue à l'effort et en enregistrant les améliorations possibles après cardioversion. La fibrillation atriale est une pathologie grave. Elle augmente la mortalité, l'AVC, elle donne de l'insuffisance cardiaque, elle donne de la démence, de la dépression et elle augmente les hospitalisations. La classification de la FA n'a pas vraiment changé, mais la nouveauté, c'est d'abandonner certaines terminologies telles que la FA isolée. La meilleure compréhension de la physiopathologie de la FA a montré que dans chaque patient, une cause est présente et qui peut être juste non identifiée. La FA valvulaire est une autre terminologie qui doit être abandonnée. Il faut différencier les patients en FA avec RM modéré, acéré ou prothèse qui doivent bénéficier des AVK et le reste qui peuvent bénéficier des AOD. Et enfin, une FA chronique qui décrit un large spectre de population et donc doit être abandonnée. Il faut structurer la caractérisation de la FA en un schéma en 4 axes ou un schéma en 4 S qui constitue un schéma diagnostique. Le premier axe pour le risque d'AVC évalué par le CHA2DS2-VASc score. Le deuxième, c'est la sévérité des symptômes évaluée par le RA-symptôme, comme on a vu, et par des questionnaires de qualité de vie. Le troisième axe, c'est la sévérité de la charge de la FA, évaluée par le temps total en FA, la durée de l'épisode le plus long et le nombre des épisodes. Et le dernier axe, c'est la sévérité du substrat, décrit par les comorbidités, les facteurs de risque cardiovasculaire évalués par la clinique, ainsi que l'imagerie cardiaque qui va apprécier cette cardiomyopathie atriale dont la FA ne présente qu'un marqueur et qui joue un rôle très important par la fibrose et le dysfonctionnement de l'oreillette. Ainsi, une caractérisation structurée de la FA doit être envisagée chez tous les patients atteints de FA, ceci afin de rationaliser l'évaluation et faciliter une gestion optimale des patients atteints de FA. Le dépistage de la FA prend une place de plus en plus importante vu les difficultés de diagnostiquer une FA paroxystique. Plusieurs modalités sont disponibles. On a la clinique par la prise de pouls artérielle, la pression artérielle, les dispositifs connectés, les enregistrements électrocardiographiques, les smartphones, les smartwatches, les haltères implantables, etc. Les sociétés savantes recommandent un dépistage opportuniste de FA chez les plus de 65 ans, d'interroger les pacemakers et les défibrillateurs à la recherche des épisodes d'arythmie atriale rapide, de structurer la prise en charge. Il faut informer les patients de l'importance et de la signification et des implications thérapeutiques en cas de détection d'une FA. Et enfin, un dépistage systématique doit être réalisé chez les plus de 75 ans ou ceux avec un risque ischémique élevé. Chez les patients, il faut une évaluation diagnostique standard. Ainsi, il faut préciser les antécédents médicaux en précisant les symptômes liés à la FA, les facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut évaluer la classe de la FA, évaluer le risque ischémique par le score de CHA2DS2-VASc, réaliser un ECG 12 dérivations, faire un bilan biologique initial qui comporte une TSH, une fonction rénale, un ionogramme, une NFS et une ETT, afin d'évaluer la taille fonction du VSG, la taille et la fonction de l'OG, et rechercher surtout une valvulopathie, en particulier dans notre contexte marocain. Chez des patients sélectionnés,
D'autres examens peuvent être demandés selon le contexte clinique. Et enfin, pour une gestion optimale et un suivi structuré, le cardiologue doit collaborer avec des médecins généralistes et d'infirmiers qualifiés. Cette figure donne un exemple de la composition des équipes potentielles soutenant ces patients en cas de besoin. La gestion de l'AFA doit être intégrée et centrée sur le patient. Il faut bien évidemment optimiser la prévention d'AVC, contrôler les symptômes et gérer les facteurs de risque cardiovasculaires et les comorbidités. Et une gestion optimale doit inclure l'éducation du patient, la modification du style de vie pour limiter la progression de l'AFA, un accompagnement psychosocial et il faut élaborer des stratégies pour améliorer l'adhérence au traitement. On arrive à une partie qui est plus pratique. Comme on a vu qu'il y a un schéma diagnostique en 4S, on a un schéma ou voie thérapeutique en AVC. A pour l'anticoagulation afin d'éviter l'AVC, B pour le contrôle des symptômes, C pour la gestion des comorbidités et des facteurs de risque cardiovasculaires. Dans l'ensemble, l'AFA est multiplié par 5 le risque d'AVC, mais ce risque n'est pas homogène. Il varie en fonction de la présence de facteurs et de modificateurs de risque d'AVC spécifiques. Le score de CHAS-VASc, il reste le gold standard pour évaluer le risque thromboembolique, mais ce risque n'est pas parfait puisqu'il ne couvre pas tous les facteurs de risque. Ce score va identifier les patients qui sont à faible risque, c'est-à-dire 0 pour l'homme et 1 pour la femme, où l'anticoagulation n'est pas recommandée, et les patients qui sont à risque, chez qui l'anticoagulation est recommandée en cas de score supérieur à 2 pour l'homme ou 3 pour la femme, et doit être considéré si score égal à 1 pour l'homme et 2 pour la femme. En cas de risque faible, il faut aller chercher d'autres facteurs, et on trouve essentiellement l'insuffisance rénale, la cardiopathie hypertrophique, la dilatation de l'OG, la faible vélocité de l'auricule à l'ETO, en plus des facteurs biologiques tels que l'augmentation des marqueurs inflammatoires. Ces facteurs peuvent appuyer la décision de démarrer une anticoagulation à chaque fois que le risque est faible. Lors de l'instauration d'un traitement antithrombotique, le risque potentiel d'hémorragie doit être également évalué. Le score de Hasblet permet d'évaluer le risque hémorragique et surtout, il rappelle les facteurs de risque modifiables d'hémorragie qui doivent être corrigés sans amener à arrêter le traitement anticoagulant. Ces facteurs doivent être réévalués après chaque consultation. Les facteurs de risque de saignement comportent des facteurs non modifiables comme l'âge, la dialyse, le diabète, et d'autres sont potentiellement modifiables comme l'anémie, la thrombopénie, un traitement par les AVK, et des facteurs modifiables comme l'HTA qu'on peut contrôler, et l'association de traitement anti-agrégant plaquettaire et d'ANS qu'on peut éviter par exemple. Et donc un score de risque hémorragique élevé ne devrait pas conduire à suspendre un traitement anticoagulant. Il faut chercher ces facteurs de risque modifiables et essayer de les contrôler à chaque fois que c'est possible, car le bénéfice net de l'anticoagulation est encore plus grand chez ces patients. Alors, existe-t-il une contre-indication absolue au traitement anticoagulant? Eh bien, les quelques contre-indications absolues au traitement anticoagulant comprennent un saignement actif et non un antécédent de saignement, certaines comorbidités, par exemple une thrombopénie ou une anémie sévère, ou un événement hémorragique restant à haut risque, tel qu'une hémorragie intracrânienne. Ces contre-indications sont des contre-indications transitoires. Une fois traitées, on peut discuter l'instauration des traitements anticoagulants et dans certaines situations, des options non médicamenteuses peuvent être envisagées. Les AVK restent le traitement anticoagulant le plus prescrit au Maroc, mais leur utilisation est limitée par un intervalle thérapeutique étroit, nécessitant un contrôle strict de l'INR. Il faut avoir dans l'esprit, lors de la prescription des AVK, ce score qui peut aider à identifier les patients les moins susceptibles d'obtenir un bon TTR, c'est-à-dire un score supérieur à 2. Et chez ces patients, il est préférable de les mettre sous AOD. Eh bien, si ces patients se voient prescrire un AVK, des efforts plus importants seront nécessaires pour améliorer leur TTR, tels que des examens réguliers et plus rapprochés, l'éducation de ces patients et une surveillance plus fréquente de l'INR. Concernant les AOD, les essais URLI, Rocket AF, Aristotle et Engage AF ont montré une non-infériorité des AOD par rapport à la warfarine
dans la prévention des AVC et d'embolie systémique. Dans une méta-analyse, les AOD ont été associés à une réduction significative du risque d'AVC et d'embolie systémique de 19%, une réduction de 51% des AVC hémorragiques, avec une réduction similaire du risque d'AVC systémique par rapport aux AVK, avec une augmentation de 25% des saignements gastro-intestinaux avec les AOD par rapport à la warfarine. Les 3 premiers AOD sont commercialisés au Maroc. On voit ici leur dose et les critères qui obligent la réduction de leur dose. Et vous vous rappelez de cette figure en bas, publiée récemment par l'ERA, qui montre que le dabigatran est contre-indiqué en cas de clairance de créatinine inférieure à 30 ml/min. Le reste peuvent être utilisés jusqu'à 15 ml/min, avec bien évidemment une dose réduite. Alors, place pour les autres thérapies antithrombotiques. L'essai ACTIV-W a montré que la bithérapie antiplaquettaire associant l'aspirine et le clopidogrel était moins efficace que la warfarine pour la prévention des AVC, avec un taux similaire de saignement majeur. Et dans l'essai ACTIV-A, les patients non éligibles à l'anticoagulation présentaient un taux plus faible de complications thromboemboliques lorsque le clopidogrel était associé à l'aspirine par rapport à l'aspirine seule, mais avec une augmentation significative des saignements. Et en fait, cette étude qui a montré que l'aspirine en monothérapie n'a pas d'effet protecteur contre les AVC et peut même augmenter le risque d'AVC chez les patients âgés. À la lumière de ces études, les recommandations européennes considèrent que le traitement antiplaquettaire seul en monothérapie ou aspirine plus clopidogrel n'est pas recommandé pour la prévention des AVC en cas de FA. Les recommandations concernant la fermeture de l'auricule n'ont pas changé et peut être considérée en cas de contre-indication en traitement anticoagulant. L'occlusion ou l'exclusion chirurgicale de l'auricule gauche peut être envisagée en cas de chirurgie cardiaque. Bien, chez les patients éligibles au traitement anticoagulant, les patients avec une prothèse ou RM modéré insérée, les AVK sont recommandés avec un TTR supérieur à 70%. Pour les autres, il faut identifier les patients à faible risque, c'est-à-dire avec un CHA2DS2 à 0 pour l'homme et 1 pour la femme, où aucun traitement anticoagulant n'est recommandé. Et les patients qui sont à haut risque, le traitement anticoagulant est recommandé. Et les AOD sont le traitement de choix chez les patients éligibles. Les risques ischémiques hémorragiques doivent être réévalués de manière régulière, étant donné qu'ils dépendent de facteurs dynamiques qui peuvent évoluer dans le temps. Et pour les patients sous AVK qui ont un INR dans la fourchette thérapeutique avec un TTR supérieur à 70%, eh bien, il est recommandé de garder les AVK. Et les patients moins de 70% de temps dans la fourchette thérapeutique, il faut switcher à un AOD ou essayer d'améliorer cette TTR en éduquant les patients et en surveillant de manière plus rapprochée leur INR. Concernant le contrôle des symptômes, et bien sûr, on parle ici de contrôle de fréquence cardiaque versus contrôle du rythme. Eh bien, le contrôle de la fréquence fait une partie intégrante de la gestion de la FA et souvent suffisant pour améliorer les symptômes. Il existe très peu de preuves solides pour informer la meilleure stratégie de contrôle de la fréquence. Une stratégie stricte, c'est-à-dire une fréquence moins de 80 battements au repos et 110 pendant un exercice, et une stratégie plus souple avec un objectif de fréquence moins de 110 battements. Dans l'étude RACE affirme qu'il n'y avait aucune différence entre les deux stratégies. Donc, la stratégie de contrôle de fréquence reste le premier choix thérapeutique chez les patients sans symptômes ou avec des symptômes mineurs. Et en cas d'échec de contrôle de rythme, aussi le risque dépasse les bénéfices lors de la restauration du rythme sinusal. La fréquence cible chez les patients sans cardiopathie est inférieure à 110 battements. Et en cas d'insuffisance cardiaque, et chez les porteurs de prothèses implantables, la fréquence cible est de 80 battements. Plusieurs options thérapeutiques sont disponibles pour le contrôle de la fréquence cardiaque. Les médicaments de choix restent les bêta-bloquants, suivis des inhibiteurs calciques bradycardisants, et puis la digoxine, en particulier chez les sujets âgés, et qui a un effet surtout au repos. En cas de contre-indication au bêta-bloquant, l'amiodarone peut trouver une place. Les bêta-bloquants sont en première ligne, sauf en cas de contre-indication, notamment en cas d'asthme ou de pneumopathie obstructive. Si objectif de moins de 110 battements non atteint, on associe soit un bêta-bloquant, soit un inhibiteur calcique ou un digitalique en bi- ou trithérapie.
En cas d'échec, on peut proposer une ablation du AV avec stimulation cardiaque. Les bêta-bloquants, le diltiazem, le verapamil sont recommandés en première intention pour contrôler la fréquence si la FE est supérieure à 40%. Et les bêta-bloquants et ou digoxine sont recommandés en cas de FE de moins de 40%. L'ablation d'une AV doit être envisagée pour contrôler la fréquence en cas d'échec ou d'intolérance aux thérapies de contrôle de fréquence ou de rythme. Et chez les patients non éligibles pour l'ablation, en acceptant que ces patients deviennent stimulateurs dépendants et donc restent une option de dernier recours. La stratégie de contrôle de rythme est recommandée chez les patients symptomatiques ou avec une qualité de vie altérée. Et elle est préconisée surtout chez les patients jeunes en cas de premier épisode ou épisode peu nombreux de F1, en cas de cardiomyopathie rythmique, en cas de remodelage atrial limité, en cas d'absence ou faible comorbidité ou de cardiopathie, en cas de difficulté de contrôle de la fréquence ventriculaire. Dans ce cas, le contrôle de rythme doit être envisagé par les antiarythmiques ou par ablation des veines pulmonaires et chez des patients sélectionnés par ablation chirurgicale. La cardioversion doit être réalisée en tenant compte de la place importante de l'anticoagulation. Chez les patients avec instabilité hémodynamique, la cardioversion électrique est réalisée sans délai. Puis, il faut évaluer le statut de l'anticoagulation dès que possible. En cas d'hémodynamique stable, il faut vérifier si le patient est sous traitement anticoagulant. Chez les patients non anticoagulés, il faut évaluer la durée de l'épisode actuel de la FA. Si FA moins de 48 heures, les recommandations ont distingué deux situations où on peut faire une cardioversion précoce après initiation du traitement anticoagulant et une cardioversion retardée chez les patients à faible risque. Et au-delà de 48 heures, soit on demande une ETO, soit on met le patient sous traitement anticoagulant pendant 3 semaines. En cas de FA supérieur à 48 heures ou de durée inconnue, ou en cas de FA entre 12 et 48 heures avec un chest vasque élevé ou avec antécédent thromboembolique ou RM serré ou prothèse. Après la cardioversion, une anticoagulation pendant 4 semaines est obligatoire et puis un traitement au long cours chez les patients qui sont à haut risque. Concernant la cardioversion pharmacologique, elle est indiquée chez les patients hémodynamiquement stables. Les médicaments qui peuvent être utilisés avec respect de leurs limitations d'utilisation sont la flécaïne en IV. Cette forme, malheureusement, n'est pas disponible au Maroc. Elle permet une restauration rapide en 3 à 5 heures du rythme sinusal dans plus de 50% des patients. Le propafédol, le vernacal en IV, qui a l'effet le plus rapide, et il est plus efficace que l'amiodarone ou la flécaïne. Et l'amiodarone, qui est la seule molécule sur quoi on peut compter ici en intraveineux au Maroc, avec son effet limité et retardé. La cardioversion électrique est indiquée dans 2 situations, en cas d'instabilité hémodynamique ou en cas d'échec d'une cardioversion médicamenteuse. Et puis l'ablation, dans les centres expérimentés, l'ablation est une alternative sûre et supérieure aux antiarythmiques pour le maintien du rythme sinusal. Plusieurs études, notamment l'étude STOP-AF, Early AF et CRIO-FIRST, ont montré une supériorité de l'ablation de la FA paroxystique par rapport à un traitement antiarythmique dans le traitement de la FA en première intention, et ceci sans augmentation des effets indésirables. Plusieurs facteurs tels que l'HTA, l'hypertension artérielle et l'obésité, le syndrome métabolique, l'apnée de sommeil peuvent influencer le résultat de l'ablation. Ainsi, la correction de ces facteurs est primordiale et fait une partie intégrante dans la stratégie de contrôle du rythme. Comme technique invasive, certains nombres de complications sont à soulever, mais leur taux reste bas si l'équipe est expérimentée. Ces complications doivent être expliquées aux patients, ainsi que le taux du succès de la procédure qui varie entre 75 et 80% avant la prise de décision de l'ablation. La poursuite du traitement antiarythmique pendant 6 semaines à 3 mois peut réduire les récidives précoces de la FA après ablation. Le traitement par les anticoagulants est poursuivi pendant 2 mois après l'ablation chez tous les patients. Au-delà de ce délai, et là, c'est important de le souligner, il faut souligner que la décision de poursuivre les anticoagulants est principalement déterminée par le score de Chats-Vasque plutôt que l'état du rythme après ablation.
Et donc, la motivation de proposer une procédure d'ablation ne doit pas être l'arrêt du traitement anticoagulant à long terme. Il faut absolument clarifier ce point avec les patients. L'ablation par isolation des veines pulmonaires est désormais recommandée après échec ou intolérance d'un traitement antiarythmique chez les patients avec FA paroxystique ou persistante, et c'est une indication classe 1A, et peut être indiquée en première intention en cas de FA paroxystique ou de FA persistante en absence de facteurs de risque majeur de récidive. Et elle est recommandée en première intention en cas de cardiopathie rythmique et doit être envisagée en cas d'insuffisance cardiaque réduite afin de diminuer la mortalité et les hospitalisations pour décompensation cardiaque. La correction des facteurs de risque cardiovasculaire et la prise en charge des comorbidités font partie intégrante de la prise en charge de la FA. Ainsi, il est recommandé de faire un dépistage ciblé de la FA en cas d'HTA et de faire un contrôle strict de la tension artérielle afin de diminuer le risque d'AVC et de saignement. La perte de poids est recommandée chez les patients obèses. Chez les patients alcooliques, il est recommandé d'éviter une consommation excessive. Il est recommandé de dépister et de traiter le syndrome d'apnée de sommeil afin de diminuer l'incidence de la FA et sa progression et sa récurrence. Et dans cette partie, on va parler sur certaines situations spécifiques et pratiques telles que FA et coronaropathie en cas d'AVC ischémique ou hémorragique, en cas de cardiopathie congénitale, en cas de grossesse et en cas de FA post-opératoire. Bien, en cas de coronaropathie, eh bien, là, je vais passer rapidement. Je sais que mon cher ami Dr Mouna va y exceller comme il nous a toujours habitués. On sait que la bithérapie associant un anticoagulant oral, de préférence un OD plus un inhibiteur P2Y12, de préférence le clopidogrel, est associé à un moindre risque de saignement majeur et d'hémorragie intracrânienne par rapport à la trithérapie. Les nouvelles recommandations suggèrent une durée réduite jusqu'à une semaine de la trithérapie après un syndrome coronaire aigu ou une angioplastie, en particulier chez les patients qui sont à risque ischémique faible. Certains facteurs de thrombose vont nous orienter plus vers une thérapie comme le diabète, l'antécédent de syndrome coronaire aigu, en cas de coronaropathie à un âge de moins de 45 ans, chez les patients tritronculaires ou présence d'une lésion du tronc commun ou lésion de bifurcation en cas d'insuffisance rénale. Ces facteurs vont nous renseigner sur la prévalence du risque ischémique qui va prolonger la durée de la trithérapie et d'autres facteurs de saignement comme l'HTA, un antécédent d'AVC, ou d'hémorragie intracrânienne, un sujet âgé de plus de 65 ans qui vont renseigner sur un risque hémorragique prévalent qui impose des stratégies pour réduire le risque de saignement en cas d'angioplastie. Et donc, en cas de syndrome coronaire ou angioplastie, si le risque hémorragique dépasse le risque de thrombose de stent, on optera pour une trithérapie jusqu'à une semaine, puis un an de bithérapie, puis anticoagulation au long cours. Si le risque de thrombose de stent est prévalent, on optera pour un mois de trithérapie, un an de bithérapie, puis anticoagulation. Et en cas de syndrome coronaire chronique, eh bien, la durée de la bithérapie est de 6 mois au lieu d'un an par rapport au syndrome coronaire aigu. À noter ici qu'il faut préférer le clopidogrel comme un inhibiteur de P2Y12 et les AOD. Et en cas d'utilisation des AVK, un INR cible entre 2 et 2,5 avec un TTR supérieur à 70% est recommandé. Concernant l'accident vasculaire cérébral et l'hémorragie intracrânienne, les AVC ischémiques liés à la FA sont souvent mortels et invalidants, avec un risque élevé de récidive précoce dans les 48 heures à 2 semaines. Et en plus du risque de transformation hémorragique, et l'utilisation d'un traitement anticoagulant en moins de 48 heures après un AVC ischémique aigu était associée à un risque accru d'hémorragie intracrânienne sans réduction des AVC ischémiques récurrents. La thrombolyse est un traitement efficace et approuvé chez les patients se présentant dans les délais, et elle est contre-indiquée chez les patients sous traitement anticoagulant. Dans ce cas, le traitement endovasculaire doit être considéré et la thrombolyse peut être réalisée chez des patients sous AVK si l'INR est inférieur à 1,7 et en cas d'AOD si la dernière prise de médicament est supérieure à 48 heures.
La prise en charge de l'AVC ischémique n'a pas vraiment changé. Elle doit être en étroite collaboration avec les neurologues. Il faut avant toute initiation ou poursuite de l'anticoagulation après AVC ou AIT, de réaliser une imagerie cérébrale par TDM ou IRM. Et puis, plus la lésion est étendue, plus le risque de transformation hémorragique est élevé et l'introduction du traitement anticoagulant sera différée. Les patients qui ont présenté un AVC ischémique malgré qu'ils soient sous traitement anticoagulant, eh bien, l'optimisation du traitement anticoagulant est fondamentale. En cas d'AVK, il faut optimiser le TTR, idéalement supérieur à 70%, ou passer à un AOD. Et en cas d'AOD, il faut assurer une bonne adhérence au traitement et il faut respecter les indications qu'on peut réduire où on peut réduire les doses des AOD. L'utilisation inappropriée des doses réduites était associée à un risque élevé d'AVC et d'embolie systémique sans réduction des saignements majeurs. Et il n'y a aucune preuve qui montre que l'ajout de l'aspirine à l'anticoagulation orale ou des INR suprathérapeutiques améliorerait leur efficacité. L'hémorragie intracrânienne est la complication la plus redoutée. Les recommandations ont mis en avant l'importance de contrôler les facteurs de risque modifiables qui doivent être contrôlés pour diminuer d'éventuelles récidives. Et l'anticoagulation ne peut être envisagée qu'après une évaluation minutieuse des risques et des avantages. Et l'imagerie cérébrale peut aider. Et cette décision nécessite la contribution d'une équipe multidisciplinaire faite de cardiologues, de neurologues et de neurochirurgiens, ainsi que l'implication des patients et de leurs familles. Le moment optimal de l'anticoagulation devrait être retardé au-delà de la phase aiguë, après au moins 4 semaines. Chez les patients à très haut risque de récidive, une occlusion de l'auricule gauche peut être envisagée. En cas d'AVC ischémique, les AOD sont à préférer par rapport aux AVK. Et l'anticoagulation très précoce, moins de 48 heures, n'est pas recommandée. Et en cas d'AVC hémorragique par rapport aux AVK, l'utilisation des AOD est associée à un risque inférieur d'environ 50% d'incidence d'AVC hémorragique, alors que la taille et les conséquences de l'AVC hémorragique liées à l'anticoagulation orale sont similaires avec les AOD et les AVK. Par conséquent, les AOD devraient être préférés, bien qu'il n'y ait pas d'études randomisées qui le prouvent. En cas de cardiopathie congénitale en FA, bien le traitement par l'anticoagulation est recommandé, quel que soit le niveau de risque, en cas de réparation intracardiaque, une cardiopathie congénitale cyanogène, une intervention de Fontan ou un ventricule droit systémique. Le reste, ils doivent suivre la stratification générale du risque ischémique. La FA est l'une des arythmies les plus fréquentes pendant la grossesse. Et la grossesse est associée à un état d'hypercoagulabilité et un risque thromboembolique élevé. Et donc, l'anticoagulation est nécessaire chez les patients à haut risque en utilisant l'HPPM à des doses thérapeutiques au cours du premier et du dernier trimestre et l'AVK ou l'HPPM pour le deuxième trimestre. À noter que les AOD sont contre-indiqués pendant la grossesse et l'accouchement par voie basse doit être conseillé pour la plupart des femmes, mais il est contre-indiqué si la femme est sous AVK en raison du risque d'hémorragie intracrânienne fœtale. L'ibutylide et la flécaïne peuvent être envisagés si parturiente stable et sans cardiopathie structurelle. Et les bêta-bloquants en IV sont recommandés pour le contrôle aigu de la fréquence. Et en cas d'échec, la digoxine et le verapamil doivent être envisagés. Il y a 2 points sur lesquels je veux insister ici. C'est que le contrôle du rythme doit être comme la stratégie privilégiée pendant la grossesse et que l'ablation n'a aucune place pendant la grossesse. Concernant la FA post-opératoire, il est une FA d'apparition récente en post-op immédiat, avec une incidence maximale entre le 2e et le 4e jour post-op. Pour prévenir la survenue de la FA en péropératoire, il faut corriger tout trouble ionique, avoir une hémodynamique optimale, ne pas arrêter les bêta-bloquants chez les patients qui sont déjà traités par bêta-bloquants. Et en post-opératoire, il faut assurer une bonne oxygénation, une bonne analgésie et minimiser l'utilisation des inotropes et des vasopresseurs.
Je veux insister ici sur la place importante de l'anticoagulation qui va dépendre du niveau de risque ischémique des patients. En cas de chirurgie cardiaque, l'utilisation des bêta-bloquants ou la l'amiodarone est recommandée pour prévenir la survenue de la FA post-opératoire et le traitement anticoagulant en long cours peut être envisagé chez les patients à risque. En cas de chirurgie non cardiaque, l'utilisation des bêta-bloquants en routine pour la prévention de la FA post-op n'est pas recommandée, alors que le traitement anticoagulant doit être envisagé chez les patients qui sont à risque. En conclusion, on rappelle quelques points essentiels. Le diagnostic de la FA doit être confirmé par un tracé ECG 12 dérivation ou une dérivation pendant plus de 30 secondes pour parler d'une FA clinique. Il faut caractériser et structurer la FA et une gestion intégrée des patients. Le score de CHA2DS2-VASc et ASBLED gardent leur place pour l'évaluation du risque ischémique et hémorragique. Les patients à haut risque doivent être traités par un traitement anticoagulant et les AOD sont à préférer chez les patients éligibles. Et un risque hémorragique élevé ne devrait pas conduire automatiquement à l'arrêt du traitement anticoagulant, mais il faut traiter ces facteurs de risque modifiables et les patients à haut risque doivent faire l'objet d'un suivi plus fréquent et rapproché. Le contrôle de la fréquence est souvent suffisant pour améliorer les symptômes. L'indication principale du contrôle du rythme est la réduction des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie. Et l'ablation est une alternative sûre et supérieure au traitement antiarythmique pour le maintien du rythme sinusal en cas d'équipe expérimentée. En cas d'ablation, les principaux facteurs de risque de récurrence doivent être pris en compte avant la décision de l'ablation. Et je vous remercie. Merci, Ahmed, pour ta belle présentation. Avant de donner la parole au docteur Benouna, j'ai demandé au docteur Amouri d'insérer le programme pour ceux qui arrivent en retard, pour qu'ils sachent la suite du programme. Docteur Amouri, tu peux le faire en attendant que docteur Benouna aussi s'installe et partage son écran. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat pour pouvoir regrouper les différentes questions et répondre à vos questions. Et bien entendu, je vais donner à la fin la parole au laboratoire Pfizer que nous remercions et qui nous soutiennent pour la formation médicale continue. Donc, essaye, docteur Amouri, d'insérer le programme et docteur Benouna de préparer ta présentation. Et en attendant, docteur Salim. Oui, Madame Ban. Oui, bon, donc on va modérer ensemble en attendant qu'il... Oui, professeur Bell, est-ce que vous arrivez à voir quand même mon écran? Non. Non, pas encore. Pas encore. Je pense que Imad doit arrêter le partage. Partager. Arrêter le partage. Comment je peux faire? Juste arrêter le partage, je pense. C'est bon? Maintenant, on arrive à voir l'écran de Oussad Benouna. Ah, vous arrivez à le voir quand même? Ah, ça serait bien. Oui. Vous arrivez à le voir maintenant? Oui. Très bien. J'attends votre feu vert, Madame Abbel. Non, avant, moi j'ai demandé au docteur Amouri d'insérer le programme. Est-ce qu'il arrive à l'insérer dans un coin? Comme ça, les retardataires sachent qu'est-ce qui reste au niveau du programme. Tu arrives, docteur Amouri? Zaïd? Tout de suite, madame. Je suis en train de le... On voulait le faire tout à l'heure, mais on ne voulait pas perturber la présentation de docteur Ahmed. Maintenant, en principe, on arrive à voir l'image de la cire avec le programme. Oui, c'est bien. Tu peux l'agrandir un peu, non? C'est un peu difficile. Et pour les retardataires, tu le mets dans un coin et tu les laisses. D'accord. Pour les personnes désireuses de voir le programme, il suffira de cliquer sur l'image de la cire et ils verront le programme pour ne pas déranger la présentation. Très bien. Ben, comment ils vont le savoir? C'est pour ça que tu ne peux pas le laisser dans un coin. C'est difficile.
Non, ça bloque la présentation de Oustad en parallèle. Ah ouais, ça fait, d'accord. OK. Donc, à toi la parole, docteur Benouna. Ok, merci, professeur Bell. Donc, sans trop tarder, donc, je remercie tout d'abord la CIR de nous avoir donné l'occasion de participer à la formation continue de nos médecins du service. Donc, sans trop tarder, donc, le topo d'aujourd'hui que je vais essayer de traiter de façon rapide, c'est l'AOD ou la prescription de l'AOD chez le patient coronarien. Donc, alors, comme introduction, la maladie coronaire, comme vous savez, est la première cause de mortalité dans le monde. La maladie coronaire, ou l'association maladie coronaire et FA est fréquente, puisque 30 ou à 60% selon les registres de FA sont coronariens, dont 5 à 15% parmi ces patients-là vont recevoir une angioplastie. Alors, la double antiagression plaquettaire ou le DAPT, c'est une association d'une cyclopyridine avec de l'aspirine. Elle a déjà démontré son bénéfice en termes de prévention des événements cardiovasculaires majeurs, en termes résumés dans ce qu'on appelle la thrombose de stent, que l'on soit dans une situation coronarienne stable ou à la phase aiguë d'un infarctus. L'anticoagulant oral direct a largement dépassé les AVK en termes de prévention des accidents emboliques sans pour autant faire saigner les patients. Le coronarien, en effet, ce sont des sujets qui sont assez particuliers puisqu'on en va prescrire chez eux généralement une triple thérapie. Et dès qu'on parle de triple thérapie, on parle d'une exposition à un risque hémorragique élevé. Donc, le challenge ou le deal de chaque cardiologue, c'est de prévenir les événements thromboemboliques chez les patients à haut risque ischémique sans pour autant les faire saigner. Alors, quand on parle de saignement, c'est très important de rappeler qu'il y a une étroite relation entre le saignement et la mortalité. Alors, quand on parle de saignement majeur, un saignement majeur est responsable d'une hypotension. Une hypotension peut induire une ischémie. L'ischémie est très en rapport avec la mort subite et donc la mortalité globale des patients coronariens. Un saignement majeur imposera un arrêt, une cessation de la double antiagression plaquettaire, clopidogrel, aspirine, ce qui expose à la thrombose de stent avec une ischémie aiguë qui augmente la mortalité des patients coronariens, sans oublier qu'un saignement majeur avec un recours à la transfusion expose à une inflammation importante à la phase aiguë, qui peut entraîner, exposer la thrombose de stent et augmente ainsi la mortalité. Donc, plusieurs registres de mortalité chez les patients coronariens ont démontré la relation étroite entre le saignement majeur, l'infarctus et la mortalité à 1 an. Et on peut déduire à partir de ces diapos que les événements majeurs, les événements hémorragiques majeurs après transfusion multiplient par 4 le risque de décès à 1 an, alors que l'infarctus lui-même, il multiplie que 2,5 le risque de décès à 1 an. Donc, un saignement majeur nécessitant une transfusion est très lié à une mortalité importante à 1 an. Donc, avant toute prescription d'une triple thérapie ou d'un anticoagulant oral associé à une double antiagression plaquettaire, il faut absolument évaluer le risque hémorragique et le risque ischémique des patients coronariens. Maintenant, comment on peut évaluer ce risque ischémique chez les patients coronaires? La Société européenne de cardiologie, dans son article publié en 2017 quant à la prescription de la double antiagression plaquettaire, nous a dévoilé des situations à haut risque ischémique secondaires ou conduites par la pose de stent. Parmi ces situations de patients qui sont à haut risque ischémique, alors ce sont des stents qui ont eu un antécédent, ce sont des patients qui ont eu des antécédents de thrombose de stent sous double antiagression plaquettaire adéquate. Ce sont des patients qui ont un stent dans un seul artère qui reste non occluse. Ce sont les patients diabétiques qui sont à très haut risque ischémique vu la maladie multivasculaire diffuse, les patients insuffisants rénaux, et lorsqu'on a plus de 3 stents implantés, au moins 3 stents implantés, lorsqu'il y a au moins 3 lésions traitées, les bifurcations à 2 stents, comme le traitement des bifurcations du tronc commun distal, les bifurcations, de grosses bifurcations avec de bons calibres, les bifurcations, bon, le total, lorsque le stent, Je m'en charge. excusez-moi, lorsque le total de la longueur des stents posés dépasse 60 mm, les traitements des occlusions chroniques. Toutes ces situations-là sont des patients qui sont jugés comme à haut risque ischémique. Maintenant, comment on évalue le risque hémorragique chez le patient coronarien? Alors, le professeur Philippe Urban et son équipe de l'Academic Research Consortium ont dévoilé en 2019 dans Circulation et dans l'European Heart Journal un score hémorragique qu'on appelle le Bleeding Academic Research Consortium. Alors, ce score hémorragique de l'ARC, il comprend plusieurs facteurs qui exposent au risque hémorragique, notamment l'âge de plus de 75 ans, les insuffisants rénaux, les hépatopathes chroniques, les patients avec un cancer, les patients anémiques et
là, j'attire votre attention. Quand on envoie un patient en salle de cathétérisme pour une angioplastie programmée en phase aiguë, lorsque le patient a, dans son bilan de numération de formule, on a une anémie, cette anémie devrait tirer la sonnette d'alarme. Ce patient-là, il est exposé à un risque hémorragique. Il faut absolument, si le patient est stable, si on peut différer l'angioplastie et faire un bilan de son anémie avant de mettre un stent, parce que dès qu'on mettra un stent, il sera exposé à une double antiagression plaquettaire, et s'il est en EFA, il aura besoin d'une triple thérapie, ce qui va augmenter le risque hémorragique chez lui. Donc, toujours comme facteur de risque hémorragique, il y a le taux de plaquettes qui est très bas, notamment inférieur à 50 000, les patients qui ont déjà fait un accident vasculaire cérébral, les patients qui ont saigné et qui ont eu besoin de transfusion, la prescription d'un anticoagulant oral en association à une bithérapie antiplaquettaire est un facteur de risque hémorragique associé au traitement anti-inflammatoire ou à une chirurgie programmée. Maintenant, l'évaluation du risque ischémique et hémorragique chez un patient coronarien en EFA. Alors, quand on parle de EFA, il est obligatoire de passer, comme a dit mon ami Ahmed dans son brillant topo, que devant tout EFA, il faut évaluer le score de risque hémorragique et ischémique. Le score de risque ischémique au cours d'une EFA, que le patient soit coronarien ou pas, d'ailleurs, il sera évalué par le score de Chasles-Devask. Et quand le patient est coronarien, regardez très bien que les composants du score de Chasles-Devask, on a l'hypertension artérielle, l'âge plus 75 ans, le patient diabétique, l'accident vasculaire cérébral et l'atteinte coronaire. Donc, on peut déduire d'emblée que le patient coronarien, on a au moins, dans la majorité de nos patients coronariens, sont déjà hypertendus et en âge plus de 75 ans ou au moins diabétiques et en un antécédent d'AVC ischémique. Donc, ce qui rend le patient coronarien un patient à haut risque ischémique. Le patient coronarien en EFA à haut risque ischémique. Maintenant, quand on voudrait évaluer le risque hémorragique chez le patient coronarien en EFA, la même remarque, c'est que parmi les composants du SCORAS Bled pour définir le risque hémorragique chez le patient coronarien en EFA, avant de prescrire un AOD, regardez très bien qu'il y a le mot hypertension artérielle mal contrôlée avec une systolique plus de 160, l'accident vasculaire cérébral et la prise concomitante d'un traitement antiplaquettaire. Alors déjà, ces trois éléments-là sont assez fréquents chez nos patients coronariens et on peut dire que nos malades coronariens sont aussi à haut risque hémorragique. Donc, en fin de compte, le patient coronarien en EFA, c'est un patient, dès que vous voyez un patient coronarien en EFA, avant toute prescription d'AOD ou avant d'envoyer en salle de cathé, il faut savoir que c'est un patient qui est à la fois à haut risque ischémique et à la fois à risque hémorragique. Donc, la question qu'on se pose à ce moment-là, donc, quelle est donc la prise en charge optimale antithrombotique des patients coronariens en EFA? Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs études de grande envergure qui se sont intéressées au sujet, notamment, je cite l'étude Pioneer Atrial Fibrillation en 2016, qui est un essai randomisé qui a randomisé plus de 2124 patients en EFA qui ont eu besoin d'une angioplastie coronaire. Le critère principal de cet essai randomisé était le saignement cliniquement significatif. Alors, cette étude, elle a randomisé 3 groupes de patients. Un bras de patient qui a reçu une bithérapie à base d'un AOD type rivaroxaban à la dose de 15 mg par jour plus clopidogrel. Un deuxième groupe qui sera sous triple thérapie faible dose de rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour associé à de l'aspirine clopidogrel. Et enfin, un troisième groupe, c'est une triple thérapie à base d'AVK clopidogrel aspirine. Alors, résultat, c'est que la bithérapie à base de rivaroxaban 15 mg jour associée au clopidogrel a été supérieure à la triple thérapie associant AVK clopidogrel aspirine en termes de prévention des événements hémorragiques, mais sans pour autant prévenir les événements en prévenant les événements ischémiques de la même manière. Ceci était valable aussi pour la triple thérapie basée sur rivaroxaban 2,5 mg 2 fois jour par rapport à la triple thérapie aspirine clopidogrel AVK. Donc, quand on dit excusez-moi, alors quand on dit que le rivaroxaban a permis de prévenir les événements hémorragiques chez les patients que ce soit les bithérapies ou la triple thérapie à faible dose de rivaroxaban, alors cet avantage en termes de prévention des événements hémorragiques n'a pas été conduit en termes de prévention. On n'a pas montré sa supériorité par rapport à la prévention des événements cardiovasculaires ischémiques, notamment le décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus et le thrombose de Stent et l'AVC ischémique par rapport, que ce soit la comparaison entre le groupe triple thérapie à base d'AVK et le groupe 1 avec la double thérapie rivaroxaban 15 mg clopidogrel. Donc, le P n'est pas significatif. Et que ce soit aussi la triple thérapie avec faible dose de rivaroxaban 2,5 ou la triple thérapie avec AVK, il n'y avait pas de différence significative. Maintenant, on passe à un an plus tard. Il y a l'étude Redwell de 2017 qui a randomisé cette fois-ci 2722 patients en EFA non valvulaire qui ont eu une angioplastie avec pose de stent.
Le critère principal de cette étude était d'évaluer le risque de saignement cliniquement significatif. Et regardez très bien, dans cet essai, il y a eu une évaluation de la double thérapie avec du dabigatran, avec ses deux doses, 150 mg et la faible dose 110 mg, en association au clopidogrel, versus AVK, clopidogrel, aspirine, triple thérapie. Et regardez très bien on peut déduire très bien que le clopidogrel plus dabigatran, que ce soit la dose, la faible dose ou la forte dose, ont permis de réduire les événements hémorragiques par rapport à la triple thérapie comprenant l'AVK, sans pour autant gagner en termes d'événements thrombotiques, que ce soit le décès, l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral. Quand on utilise la comparaison de la double thérapie dabigatran dose combinée versus triple thérapie, où l'on utilise la faible dose de dabigatran, la double thérapie avec faible dose de dabigatran versus triple thérapie à la base de warfarine, où l'on utilise aussi la dose élevée de 150 mg dabigatran en double thérapie versus la triple thérapie. Enfin, en 2019, il y a l'étude Augustus qui a randomisé 4600 patients en EFA avec syndrome coronaire ou des patients qui ont eu une angioplastie. Le critère majeur était d'évaluer le saignement majeur ou non majeur, mais cliniquement significatif chez les patients de l'étude. Alors, dans Augustus, il y a eu 4 bras, il y a eu une randomisation 2.2. Ça veut dire tout simplement qu'on a évalué la bithérapie à base d'abixabon clopidogrel avec l'AVK, la bithérapie à base d'AVK clopidogrel, puis la triple thérapie à base d'apixaban et la triple thérapie à base d'AVK. Alors, le résultat, c'est que la bithérapie à base d'apixaban était nettement supérieure à la bithérapie AVK clopidogrel en termes de prévention des événements hémorragiques, et la triple thérapie à base d'apixaban, aspirine, clopidogrel était supérieure à la triple thérapie à base d'AVK en termes de prévention des événements hémorragiques. Alors, ce gain en termes bien sûr, des événements hémorragiques, bien que la valeur absolue des événements était plus basse dans le bras apixaban, en termes d'événements hémorragiques, sur le plan accident vasculaire ischémique ou sur tous les critères de décès ou d'infarctus ou d'AVC, il n'y a pas eu de différence significative entre les deux bras apixaban ou vitamine K. Maintenant, la triple thérapie en prévention secondaire chez le patient coronarien stable, les recommandations de la Société européenne de cardiologie chez les patients coronariens stables nécessitant un OAC sont les suivantes. Déjà, quand le patient est coronarien stable et qu'il est stenté, donc il a une indication à une double anticoagulation plaquettaire à base de clopidogrel aspirine avec une recommandation de classe 1C. Alors, une fois le patient est éligible à prendre à une anticoagulation orale, il est recommandé d'utiliser un anticoagulant oral direct, notamment l'apixaban 5 mg 2 fois jour, dabigatran 150 mg 2 fois jour, l'édoxaban une fois par jour 60 mg ou le rivaroxaban 20 mg une seule fois par jour, par préférence à la vitamine K en association à un antiplaquettaire, à une double anticoagulation plaquettaire avec une recommandation de classe 1A. Maintenant, lorsque le rivaroxaban est indiqué et que le patient est à haut risque hémorragique, d'accord, ou lorsque le risque hémorragique l'emporte sur le risque de thrombose de stent ou d'accident vasculaire cérébral, il est recommandé de passer à la dose de 15 mg par jour au lieu de 20 mg par jour en association à une monothérapie antiplaquettaire ou à une double thérapie plaquettaire. Lorsque le dabigatran est recommandé et lorsque le risque hémorragique, cette fois-ci encore, dépasse le risque de thrombose de stent et dépasse le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique, il est recommandé d'utiliser le dabigatran à la dose de 110 mg 2 fois jour au lieu de 150 mg 2 fois jour en association à la monothérapie antiplaquettaire ou à une double thérapie antiplaquettaire. Alors, après une angioplastie non compliquée, il est aussi recommandé d'arrêter l'aspirine après en moins d'une semaine et continuer avec une double anticoagulation plaquettaire lorsque le risque de thrombose de stent est faible et lorsque le risque hémorragique est plus important, avec des niveaux de recommandation un peu plus faibles que dans la recommandation d'utilisation de la double anticoagulation plaquettaire ou de la préférence des AOD par rapport aux AVK. Maintenant, en situation de syndrome coronaire aigu, les patients qui sont en EFA et qui vont avoir une angioplastie comme traitement d'un non-stémie, le traitement de routine ou lorsque le risque hémorragique n'est pas très important et le risque ischémique n'est pas très important, il est recommandé de garder de l'aspirine pendant une semaine et l'arrêter, puis démarrer une double thérapie à base d'un AOD plus une monothérapie antiplaquettaire qu'on va continuer jusqu'à 12 mois. Et puis on arrête la monothérapie plaquettaire et continue avec l'anticoagulant oral seul. Maintenant, lorsque le patient est à haut risque hémorragique, on recommande
de garder l'aspirine pendant une semaine, puis on passe à la double thérapie avec AOD plus monothérapie antiplaquettaire pour une durée de 6 mois, puis on enchaîne par un anticoagulant oral seul. Quand le patient est à haut risque ischémique, alors je rappelle, le patient à haut risque ischémique, c'est les patients qui sont en EFA, qui sont coronariens avec des lésions du tronc, qui ont des traitements de bifurcation avec de stents, qui ont des stents qui sont très longs. Et ça nous arrive aussi de mettre des stents chevauchés pour atteindre 60 mm. Lorsque les patients sont pluritranculaires, les patients diabétiques, écoutez, à ce moment-là, il faut absolument garder la triple thérapie pendant 4 semaines. Et une fois passé les 4 semaines, on retire par exemple l'aspirine et on garde la double thérapie à base d'un AOD plus une monothérapie antiplaquettaire jusqu'à 12 mois, puis on garde l'AOD seul. Maintenant, la prescription de l'AOD chez le coronarien qui est cette fois-ci en rythme sinusal, en prévention secondaire. Donc, ça fait allusion à l'étude CAMPAS qui a été publiée en 2017. Alors, l'étude CAMPAS, c'est 27 000 patients randomisés, coronariens stables, qui sont répartis en 3 groupes. Le but, c'est d'évaluer l'avantage de prescrire du rivaroxaban à faible dose en association à de l'aspirine pour évaluer le critère primaire qui était l'infarctus, la prévention de l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, le décès d'origine cardiovasculaire sur un suivi de 3 mois. Donc, 3 groupes. Un groupe qui va recevoir le rivaroxaban seul à la dose de 5 mg 2 fois jour. Un bras qui va recevoir le rivaroxaban à faible dose, 2,5 mg 2 fois par jour, plus aspirine. Et un bras qui va recevoir l'aspirine. Alors, résultat, c'est que l'association rivaroxaban-aspirine a permis de réduire le critère composite primaire qui se compose de décès, d'AVC et d'infarctus du myocarde. En d'autres termes, l'association aspirine-rivaroxaban 2,5 mg 2 fois jour chez un patient coronarien stable, même en rythme sinusal, a permis de prévenir de façon significative la survenue de décès, d'AVC, d'infarctus du myocarde par rapport à la prescription de l'aspirine seule. Alors, ce gain en termes de prévention de ces événements solides, durs, ischémiques, est au prix de survenue d'événements hémorragiques majeurs dans le bras rivaroxaban plus aspirine. Vous avez 288 événements versus 170 dans le bras aspirine avec un taux significatif. Donc, vu ces événements hémorragiques importants, les recommandations de la Société européenne de cardiologie mettent en classe 2A la prescription à long terme du rivaroxaban à faible dose comme prévention secondaire chez les patients qui sont à haut risque ischémique sans haut risque hémorragique. C'est-à-dire les patients qu'on a décrits comme étant à haut risque ischémique, on peut leur prescrire du rivaroxaban en association à l'antiagrégant plaquettaire pour prévenir des événements qui sont durs, le décès, l'AVC et l'infarctus du myocarde, à condition qu'ils ne soient pas en risque hémorragique élevé. Alors, pour conclure, le patient coronarien à haut risque, le patient coronarien, il est à la fois à haut risque hémorragique et à haut risque ischémique. La prescription d'un AOD en triple thérapie, avant cette prescription, il faut absolument évaluer le risque hémorragique et ischémique. Les AOD ont démontré leur supériorité à l'AVK en termes de prévention des hémorragies majeures chez les patients coronariens stables nécessitant ou après un syndrome coronaire aigu, chez les patients coronariens nécessitant une triple thérapie, qui sont en EFA, sans plus par rapport à la prévention des événements ischémiques, c'est-à-dire que l'AVK et l'AOD font la même chose en termes de prévention des événements ischémiques, mais l'AVK fait plus saigner. Il ne faut absolument pas oublier d'adapter les doses de l'AOD si le risque hémorragique est élevé. Alors enfin, j'ai choisi cette plaque pour vous résumer l'ensemble de la prescription de l'AOD, c'est que la double thérapie, ici en jaune, elle est suffisante pour prévenir la thrombose, pour prévenir les événements thrombotiques et réduire les événements majeurs et les complications du saignement, sans pour autant augmenter les risques d'événements coronariens à 1 an. La triple thérapie, par contre, quand on associe la triple thérapie, on augmente à la fois les risques d'événements hémorragiques, les complications hémorragiques majeures et le recours à la transfusion, et aussi on augmente aussi les événements cardiovasculaires majeurs. L'aspirine en association au clopidogrel, elle va permettre de prévenir la thrombose de stent. Les AVK avec aspirine, au contraire, augmentent la survenue de thrombose de stent et ne préviennent pas donc la thrombose de stent. Je vous remercie. Merci, professeur Benoît, pour cette très belle présentation. En fait, c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Et c'est des cas, enfin, ce que vous avez présenté, c'est des choses de la vie réelle, ce qu'on rencontre tous les jours. Et merci pour cette présentation. Donc, il y aura sûrement beaucoup de questions. Je vais demander à l'assistance de noter les questions qui sont importantes et de les laisser sur le chat. Sinon, à la fin, vous pouvez prendre la parole et poser les questions.
Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Dr Anas Maroufi, notre résident au service de cardiologie, pour nous parler aussi d'un chapitre qui est très intéressant. C'est là où le traitement coagulant chez les patients cancéreux. Et je te passe la parole sans trop tarder, Anas. Il faut essayer de partager l'écran, Anas. D'accord. Excusez-moi pour ce petit retard. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie la CIR qui veille toujours pour la formation continue des médecins du service. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui afin de parler d'un sujet d'actualité de la filière de cardio-oncologie, et ceci concerne l'anticoagulation chez cette population spécifique. Comme nous le savons tous, le cancer est un facteur de risque à la fois thrombotique et hémorragique, ce qui rend l'anticoagulation dans ce contexte particulièrement un véritable challenge thérapeutique. Avec le développement du domaine de la cardio-oncologie, de plus en plus des essais cliniques s'intéressent spécifiquement à cette population fragile afin d'établir une stratégie thérapeutique bien codifiée avec un maximum de sécurité. Nous allons explorer les principales recommandations de l'anticoagulation chez le patient cancéreux à la lumière d'un cas clinique de la vraie vie. Il s'agit d'une patiente âgée de 53 ans, suivie pour néo de sein gauche depuis 2 ans, opérée et ayant terminé ses cures de chimiothérapie séquentielle à base d'anthracycline et trastuzumab. Actuellement, elle est mise sous traitement hormonal. Elle se présente aux urgences pour dyspnée d'installation récente avec douleur thoracique latéralisée droite. Ses constantes vitales ne signent pas une détresse vitale. L'ECG objective une tachycardie sinusale et l'angioscan est demandé par le médecin aux urgences. Et voilà une embolie pulmonaire bilatérale. Maintenant, on va réfléchir autour de la prise en charge pratique d'une embolie pulmonaire chez une patiente avec un cancer. Mais d'abord, il faut se demander pourquoi cette patiente a eu une embolie pulmonaire. L'association cancer et maladie thromboembolique est bien reconnue dans la littérature, et ce depuis plus de 2 siècles maintenant. Et comme le montrent les courbes comparatives publiées en 2006 par Stein, que les patients cancéreux concourent à un risque 3 fois plus élevé que les patients de la population générale. Mais il est important de tenir en compte le site du cancer, vu que pas tous les cancers se valent vis-à-vis le risque de survenue de maladies thromboemboliques, où le cancer du pancréas et de l'estomac présente le plus grand pouvoir thrombotique. Il a été démontré aussi que la thérapie anticancéreuse elle-même augmente le risque de maladies thromboemboliques, qu'il s'agisse d'une chimiothérapie, de thérapie anti-angiogénique ou d'hormonothérapie, comme c'est le cas chez les néo de sein. La pathogénèse d'un état prothrombotique dans le cancer implique essentiellement la production de procoagulants par les cellules tumorales, notamment le facteur tissulaire, également la suppression d'activité fibrinolytique, l'activation des plaquettes, la surexpression de molécules d'adhésion et la sécrétion de facteurs pro-angiogéniques. Tout cela explique parfaitement pourquoi les patients avec un cancer actif thrombosent plus. On connaît tous la triade de Virchow, particulièrement chez le patient cancéreux, qui rassemble quasiment la plupart de ces facteurs de risque, que ce soit l'immobilité ou compression veineuse directe par la tumeur, l'atteinte vasculaire par invasion directe ou cytotoxicité de chimiothérapie, ou l'état d'hypercoagulabilité, comme on vient de le détailler. Ce qu'il faut qui constitue toujours un challenge thérapeutique, par ce papier ancien publié par Prandoni, sous traitement anticoagulant oral, à l'époque c'était les AVK en 2002, les malades qui avaient un cancer avaient plus de taux de récidive, 3 fois plus que les patients indemnes de cancer, et ce, sous traitement anticoagulant. Et pareil, cette population présentait 2,5 fois plus de risque de saignement majeur sous traitement anticoagulant. Ainsi, les malades cancéreux qui thrombosent ne sont pas comme les autres, avec plus de risque de récurrence et de saignement sous anticoagulant. Revenons à notre malade par rapport à sa prise en charge à court terme. Comme chez le patient non cancéreux, on opte pour une stratification du risque de mortalité par le score de SPSI. Rappelons que le score SPSI inclut le cancer, les marqueurs cardiaques et l'évaluation du VD. Avec la dysfonction VD à l'écho, on note aussi la dilatation du VD au scanner et le taux de troponine étant élevé. Donc, on classifie notre patiente à un risque intermédiaire ou
Alors, souvent, quand on a ce type de patient avec une dysfonction V des troponines élevées, c'est assez régulièrement que les malades sont mis sous seringue électrique d'HNF, partant de la bonne intention qu'ils risquent de se détériorer rapidement afin de pouvoir antagoniser rapidement l'HNF. Cette méta-analyse Cochrane publiée en 2018 démontre que quand vous choisissez de mettre sous HNF un malade avec une embolie pulmonaire dans un contexte de cancer, si ce malade pouvait avoir une HBPM, vous décidez de 30% que votre malade soit décédé à 3 mois. Parce qu'on sait que vous allez passer 2 à 3 jours à régler votre dose avant d'avoir une TCA dans la fourchette pour anticoaguler convenablement votre malade. C'est bien ce qui est illustré par le risk ratio de 0,66. Et voilà que l'ASCO met le point sur cette notion de préférence d'HBPM par rapport à l'HNF dans le traitement initial d'embolie pulmonaire. Que cette patiente développe une instabilité hémodynamique. Est-ce que le cancer contre-indique-t-il la thrombolyse? Devant un choc cardiogénique lié à une embolie pulmonaire, c'est l'indication formelle de la thrombolyse. Je rappelle donc que le cancer, ce n'est pas une contre-indication, comme le montre le tableau des contre-indications. Cependant, malheureusement, le cancer est un des 4 items exposant à un risque hémorragique élevé en post-fibrinolyse. Donc, pratiquement, devant un cas pareil, on pratique la fibrinolyse parce qu'on sait que votre malade va mourir sans cette option thérapeutique, mais on doit être vigilant vis-à-vis du risque de saignement par la suite. Passons maintenant au traitement au long cours. Le fait d'avoir plus de récurrences thromboemboliques sous AVK, des investigateurs ont démontré qu'il est plus efficace de ne pas faire de relais par AVK et garder les patients sous HBPM, avec plusieurs essais qui étaient concordants avec ces résultats, montrant une réduction significative de récurrences thromboemboliques sous HBPM seul, avec une réduction notable, quoiqu'elle soit non statistiquement significative, des incidences hémorragiques. C'est pourquoi les recommandations européennes et de cardiologie et françaises de bonnes pratiques de prise en charge de maladies thromboemboliques préconisent de proposer l'HBPM comme option principale pour le traitement initial de la maladie thromboembolique, et ce, pour les 6 premiers mois. Cependant, l'administration sous-cutanée est souvent un obstacle à l'adhésion de patients, de plus, du coup, qui sont des limites à leur utilisation, surtout pour des durées qui sont prolongées. Donc, de non-infériorité de 3 AOD versus une HBPM, qui est la deltaparine. Et récemment ont été communiqués les résultats de ces essais thérapeutiques permettant d'évaluer les anticoagulants directs dans le contexte de cancer. Ce sont des essais pivots incluant plus de 1000 malades avec un objectif principal est d'évaluer la non-infériorité d'edoxaban, apixaban et rivaroxaban par rapport au traitement standard d'HBPM. Je trouve qu'il est primordial d'évaluer la répartition des sites de cancer dans les populations incluses dans ces études, afin d'avoir une idée claire sur ce qui sera traduit dans la pratique quotidienne. Et là, on note à titre d'exemple que les études Caravaggio et SELECT-D ont inclus respectivement 375 et 168 patients ayant une néoplasie gastro-intestinale, ce qui nous permet d'étudier le risque d'hémorragique des AOD, même dans ces sites particulièrement hémorragiques de cancer, avec une exclusion des tumeurs cérébrales. Donc, on ne peut pas en tirer des conclusions quant aux néoplasies cérébrales. À partir des données cliniques tirées de l'étude SELECT-D, un total de 406 patients présentant une thromboembolie symptomatique ou fortuite ont été randomisés pour recevoir du rivaroxaban à dose de 15 mg 2 fois par jour pendant 3 semaines, suivi de 20 mg par jour, ou la deltaparine à dose de 200 unités kg par jour pendant 1 mois, suivi de 150 unités kg par jour pendant 6 mois. Lors du suivi de 6 mois, le taux cumulé de récurrence thromboembolique était significativement plus faible dans le groupe rivaroxaban que dans le groupe daltéparine, 4% contre 11%, avec un hazard ratio qui est à 0,43. Le taux cumulé majeur n'était pas différent entre les deux groupes, statistiquement je veux dire, alors 6% versus 4%. Tandis que le taux de saignement non majeur était significativement
plus élevé chez les patients traités par le rivaroxaban, 13% versus 4% respectivement. Et la plupart des événements hémorragiques majeurs ou non majeurs dans le groupe rivaroxaban avaient tendance à se produire dans les tumeurs gastro-intestinales ou génito-urinaires, et plus précisément les cancers de l'œsophage, les cancers gastro-œsophagiens qui sembleraient être à risque élevé avec un taux d'hémorragie majeur 3 fois plus avec le rivaroxaban. L'essai Caravaggio a randomisé 1170 patients atteints d'un cancer, chez qui on a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire aiguë, que ce soit symptomatique ou fortuite. À deux groupes, l'un recevant de l'apixaban à une dose de 10 mg 2 fois par jour pendant les 7 premiers jours, suivi de 5 mg 2 fois par jour, ou de la daltéparine sous-cutanée. Les caractéristiques de la population étaient similaires à celles des études précédentes, avec environ 60% des patients subissant des traitements anticancéreux actifs. Les tumeurs malignes les plus fréquentes étaient les tumeurs colorectales et pulmonaires, et le résultat primaire, à savoir une thromboembolie récurrente, est survenu dans 5,6% dans le groupe apixaban et 7,9% dans le groupe daltéparine, avec un hazard ratio qui est de 0,63. Une hémorragie majeure, le principal critère était de sécurité, est survenu de 3,8% dans le groupe apixaban versus 4% dans le groupe daltéparine. Ces résultats contrastent avec les études antérieures, en particulier en ce qui concerne les troubles gastro-intestinaux. Donc, les anticoagulants oraux directs ne sont pas inférieurs à la daltéparine pour prévenir la récidive thromboembolique chez le patient atteint de cancer, avec des taux similaires d'hémorragie majeure, mais quand même des événements hémorragiques non majeurs cliniquement significatifs qui étaient plus élevés, en particulier dans les études qui incluaient une proportion importante de cancer gastro-intestinal. Donc, ça n'a pas tardé à figurer dans les recommandations, que ce soit sur la Société européenne de cardiologie ou la NCCN, avec la proposition d'édoxaban, rivaroxaban ou l'apixaban, qui sont des alternatives par rapport à l'HBPM. Et ça, en dehors d'un cancer qui est digestif. Il est important à noter la pertinence clinique des interactions médicamenteuses des AOD avec la thérapie anticancéreuse et surtout avec les thérapies à effet d'induction ou inhibition enzymatique des cytochromes 3A4 ou d'interaction avec la P-glycoprotéine, à savoir les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les anthracyclines, les agents antimitotiques, mais également, il faut garder à l'esprit que quand la chimiothérapie est émétisante, parfois, c'est préférable de couvrir par du parentéral ou la présence de diarrhée qui interagissent avec l'absorption intestinale. Et comme publié aux recommandations européennes de l'utilisation pratique des AOD, il n'est pas recommandé d'associer des AOD avec certains types de chimiothérapie, notamment la vinblastine, la doxorubicine, la dexaméthasone ou la tacrolimus, étant de forts inducteurs ou inhibiteurs de cytochrome 3A4 ou glycoprotéines, et ce qui est marqué par tout ce qui est carreau qui est rouge. Maintenant, les patients qui sont atteints de cancer présentent aussi des taux élevés d'insuffisance rénale chronique et reçoivent couramment des chimiothérapies qui sont néphrotoxiques. L'insuffisance rénale, comme on le sait, affecte également la pharmacocinétique des AOD et un ajustement approprié de la dose est essentiel. Chez les patients présentant une insuffisance rénale progressive, le passage d'un AOD à un anticoagulant alternatif dont la clairance rénale est moindre est généralement préféré à la surveillance de l'activité anti-10A. Et la thrombocytopénie qui se développe généralement à la suite d'une chimiothérapie myélo-ablative, d'une invasion tumorale de la moelle osseuse ou de phénomènes secondaires à médiation immunitaire est un autre problème de sécurité. En fonction des risques thrombotiques individuels, l'anticoagulation doit être évitée lorsque le nombre de plaquettes tombe au-dessous de 50 000. Au-dessous de cette fourchette, la transfusion de plaquettes ou l'utilisation de stratégies d'anticoagulation à dose réduite, quand le taux de plaquettes est entre 20 000 et 50 000, ils peuvent être envisagés afin de permettre une anticoagulation non ininterrompue.
Quant à la durée du traitement, jusqu'à quand doit-on prolonger l'anticoagulation dans ce contexte particulier? Faut-il prolonger au-delà de 6 mois? On sait bien que le risque de récidive est très important dans les 6 premiers mois en cas de cancer. Mais après 6 mois, il faut essayer d'avoir des essais cliniques. Et sur cette courbe, tirée d'une étude observationnelle au Royaume-Uni, qui montre que durant les 6 premiers mois, le risque de récidive était le plus important, ce qui diminue plus nettement après cette période, mais qui ne reste pas nul. Donc, on garde l'intérêt à prolonger l'anticoagulation, mais du fait que le risque de récidive est relativement moindre, il faut mettre en balance le risque hémorragique et thrombotique. Malheureusement, jusqu'à présent, on ne dispose pas d'un essai clinique randomisé comprenant le placebo avec la prolongation d'anticoagulation au-delà de 6 mois. Donc, jusqu'à présent, le paramètre le plus solide comme facteur de récidive est l'activité du cancer. Alors, qu'est-ce qu'un cancer qui est actif? Selon les recommandations françaises, ça signifie un patient qui garde une tumeur toujours en place, si le traitement est malheureusement non curatif, ou un malade qui reçoit toujours le traitement de cancer. Cela concerne également les néos de sein opérés qui ne reçoivent plus qu'une hormonothérapie. Donc, la notion de cancer qui est actif est fondamentale. Quand c'est le cas, on a un risque accru de récidive. J'ai choisi cette étude, mais il y en a plusieurs. C'est le centre de réflexion autour de la prise en charge. Donc, il faut évaluer le malade au bout de 6 mois pour vérifier cette notion d'activité du cancer. L'autre paramètre qui émerge, c'est le site du cancer, où on regarde par cette étude sur une période de 612 mois le risque de récidive et le risque de saignement significatif. Et là encore, on note une hétérogénéité majeure entre les différents types de cancers. À titre d'exemple, le poumon. Alors, le poumon, il est à risque de récidive avec moins de risque hémorragique. Le côlon qui récidive et qui saigne, et le sein, par contre, qui récidive peu, mais quand même qui saigne. Alors, pratiquement, avant de proposer un AOD dans un contexte de cancer, il faut d'abord vérifier la présence ou non de facteurs de haut risque hémorragique, à savoir l'atteinte digestive, la thrombopénie, l'insuffisance rénale, des antécédents de saignement récent ou une lésion intracrânienne. Le type de cancer, particulièrement, il ne faut pas que ce soit un cancer digestif ou urothélial, et vérifier l'éventualité d'une interaction médicamenteuse avec les agents de chimiothérapie. Et en cas de réponse négative à ces 3 questions, on peut prescrire les AOD selon les recommandations de l'ISTH, sans oublier d'évaluer régulièrement le patient ainsi que l'activité de son cancer. Maintenant, une question de prévention. Pourrions-nous prévenir cette complication? En raison du risque accru de maladies thromboemboliques chez les patients atteints de cancer, en particulier pendant l'hospitalisation, chez ceux qui subissent une chirurgie oncologique ou ceux qui reçoivent une chimiothérapie ambulatoire, la thromboprophylaxie pour la prévention primaire de la maladie thromboembolique a été un important centre d'intérêt clinique et de recherche. Des scores de risque spécifiques ont été développés pour identifier les patients qui présentent un risque accru de thrombose liée au cancer. Notamment, c'est le score de Corana. C'est un score qui est validé chez les patients ambulatoires recevant une chimiothérapie systémique. Cela inclut 5 items, dont le plus important, c'est le site de cancer. Encore une fois, côté A2 pour les néos à très haut risque de récurrence ou de maladie thromboembolique, à savoir le cancer gastrique et du pancréas. Un score qui est défini supérieur à 2 représente le haut risque thrombotique. Donc, 2 essais récents ont évalué l'utilisation des AOD en temps de thromboprophylaxie chez les patients ambulatoires à risque défini par des scores de Corana supérieurs à 2, initiant un traitement systémique de cancer. C'est l'étude là, de Cassini et l'étude de Havert. Dans l'essai de Cassini, 841 patients ont été randomisés entre le rivaroxaban à faible dose, à savoir 10 mg une fois par jour, et le placebo pendant 180 jours. Les taux de maladie thromboembolique composite ou de décès liés à la thromboembolie étaient significativement moindres, notamment 6% versus 8,8%, et d'hémorragie majeure qui était 2% versus 1%, qui étaient similaires dans les 2 groupes, rivaroxaban et placebo respectivement.
Dans l'étude AVERT, 574 patients randomisés pour recevoir une dose plus faible d'apixaban, notamment 2,5 mg 2 fois par jour, ou un placebo, ont été suivis aussi pendant 6 mois. L'apixaban a réduit de manière significative les événements de thromboembolique avec 4,2% contre 10,2% avec une p-value inférieure à 0,01. Aussi, ça a augmenté de manière significative le taux d'hémorragie majeure, 3,5% contre 1,8% par rapport au placebo. Dans l'ensemble, ces essais valident l'utilisation du score de Corona, intégrant le type de cancer, la numération sanguine, l'indice de masse corporelle, pour identifier les patients à risque d'événements thrombotiques veineux ou artériels. Maintenant, les patients ambulatoires sous chimiothérapie présentant un risque intermédiaire à élevé, notamment un score supérieur à 2 et aussi un faible risque hémorragique, ils doivent être considérés pour une thromboprophylaxie par des AOD. Cela, ça a été traduit par les recommandations de l'ASCO qui encouragent cette utilisation de prophylaxie à base d'apixaban, rivaroxaban chez ces sujets à haut risque. Alors, en guise de conclusion, les patients atteints d'un cancer actif, ils sont exposés à des risques plus élevés de thromboembolie artérielle veineuse, aussi d'arythmie auriculaire, vu que souvent ce sont des patients qui sont âgés avec multiples comorbidités et aussi d'hémorragie. Comme vient d'être discuté par les intervenants, si la FA et la pathologie coronarienne disposent du score de risque hémorragique bien validé dans la littérature, on ne dispose pas à l'heure actuelle d'un score de risque hémorragique lié au cancer. On attend de validation des scores déjà connus dans ce contexte. Une prise en charge multidisciplinaire qui tient en compte des risques hémorragiques et thrombotiques individualisés, des interactions médicamenteuses, la préférence du patient et une réévaluation clinique périodique est justifiée pour identifier la stratégie d'anticoagulation optimale pour les patients atteints de cancer. Et enfin, on ne peut pas insister suffisamment sur l'individualisation de la prise en charge. Chaque patient est une entité à part. Et merci. Merci, Dr Maroufi, pour ta présentation. Merci à tous les orateurs pour vos brillantes présentations. Comme ça a été dit, donc, on attend vos questions au chat. Je vais demander aux différents orateurs de se montrer en vidéo, en photo, et de même que Dr Salim. Comme ça, les discussions vont être directement aux différents orateurs. Et bien sûr, ouvrez pour parler. Je crois que je vais commencer moi à poser la question. Je vais poser une question pour chaque orateur. Le temps que vous préparez vos questions. Première question, je vais la poser au Dr Nouamou. Dr Nouamou? Oui. Oui. Donc, essayez un petit peu de rallumer vos caméras. Tu avais dit que la surveillance des personnes qui ont une FA doit se faire de façon régulière parce que, bien entendu, les facteurs de risque, l'évolution, etc. changent. C'est quoi cette période? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est préconisé? Tous les 3 mois, tous les 6 mois? Est-ce qu'il y a un événement? Quelle est cette période pour réévaluer? Parce que l'évaluation doit se faire continuellement. Est-ce que tu as une réponse à ça? Est-ce qu'il y a des recommandations qui préconisent des dates pour ça? Oui, effectivement, lors du diagnostic de la FA, lorsqu'on évalue les patients par rapport à leur risque ischémique hémorragique, on décide de les mettre sous traitement anticoagulant. Bien sûr, il faut une surveillance rapprochée par rapport à leur bilan d'hémostase, mais surtout chez les patients chez qui on a évalué le risque ischémique comme étant faible, les recommandations, ils recommandent une consultation au moins 3 mois ou à 4 mois après la première consultation où on a diagnostiqué la FA pour réévaluer
ce score ischémique et hémorragique. Et bien sûr, ultérieurement, peut-être une surveillance à 6 mois. Et j'insiste ici pour les patients qui ont un CHA2DS2-VASc faible ou avec un âge, par exemple, les patients qui ont 64 ans ou 63 ans. Il ne faut pas les lâcher dans la nature, il faut un suivi régulier puisque dans une année, son score de CHA2DS2-VASc va basculer vers 2, notamment s'il développe une HTA ou un diabète, par exemple, entre-temps. Donc, un suivi régulier est recommandé chez ces patients-là. OK. Merci, Ahmed. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je continue sur la liste de mes questions. Je vois qu'il y a des questions. Salim, tu arrives à les voir? J'arrive pas, moi, à les voir. Il y a une question de Charfou. Oui. Donc, je vais essayer de lire. Je pense que c'est une première question pour Ahmed. Donc, concernant les épisodes d'arythmie, définis par fréquence cardiaque supérieure à 175 battements par minute sur une durée d'au moins 5 minutes, à partir de quelle durée le risque d'AVC devient significativement équivalent à celui de l'EFA clinique? Donc, sur ce point, les recommandations sont claires. Déjà, par rapport au temps passé en EFA, c'est déjà supérieur à 24 heures. Mais ce n'est pas tous les patients qui ont une charge supérieure à 24 heures qu'on va anticoaguler, bien sûr, parce que c'est la question, en fait, c'est par rapport à l'anticoagulation. Il faut, chez ces patients-là, évaluer leur score de risque avec un CHA2DS2-VASc élevé pour décider par rapport au traitement anticoagulant. Donc, même si avec une charge de plus de 24 heures, il faut évaluer le risque ischémique chez ces patients et de démarrer l'anticoagulation que si le risque est élevé. D'accord, merci. Donc, il y a une question pour Anas que je félicite pour son excellente, c'est une excellente présentation ce que tu as fait et je te félicite. Donc, la question est pour toi. Donc, on a vu que les AOD chez les patients cancéreux font jeu égal ou mieux que les HBPM, daltéparine versus rivaroxaban dans SELECT-D par exemple, avec un risque de saignement notamment gastro-intestinal. Mais qu'en est-il de la place des AVK, malgré le risque hémorragique connu? Est-ce que dans ce cas particulièrement, quand on sait qu'il y a beaucoup de patients qui ont des difficultés financières à se procurer les AOD ou tinzaparine, donc, chez le patient cancéreux, est-ce qu'il y a une place aux D'accord, AVK? alors je remercie Dr Chalfo par rapport à la question. Donc, je me permets de repartager mon écran par rapport à cette question, juste pour insister sur cette plaque. Donc, par rapport à la comparaison entre warfarine ou AVK avec la tinzaparine, si on voit sur la partie accident hémorragique, la warfarine, quand même, elle ne fait pas saigner beaucoup plus que la tinzaparine. Ce qui fait, en termes de sécurité, quand même, l'AVK, elle peut être introduite chez les patients cancéreux. C'est vrai qu'on ne peut pas proposer l'AVK chez quelqu'un avec une néoplasie cérébrale, mais quand même, à défaut, si on ne peut pas procurer de l'HBPM qui reste l'option idéale ou des AOD, on peut proposer l'AVK, mais bien sûr avec une surveillance plus stricte et plus régulière. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les AVK ne sont pas Oui. contre-indiqués, mais ils sont inférieurs aux autres traitements dans le traitement anticoagulant chez le patient Exactement. cancéreux, c'est ça? C'est bien ça. Oui, mais attention, si les oncologues vous entendent, donc pour eux, les AVK, ils n'ont pas de place parce que effectivement, le risque de saignement et le risque de protection, surtout, ils n'ont pas un TTR qui est dans les fourchettes assez Là, longues. je pense que Donc c'est surtout, pour ça. ça serait surtout par rapport aux interactions avec leur chimiothérapie. Oui, bah, le temps dans la therapeutic range, ça va être très variant. Mais par contre, il faut aussi évaluer le site de cancer surtout. Genre, on peut bien sûr proposer un AVK pour un néo du sein quand on sait que ça ne va pas trop saigner. Aussi par un néo qui est un néo de poumon. Par contre, un néo colorectal ou un néo qui est pourvoyeur plus
de saignement, là, on doit être vraiment plus vigilant. Bon. Le message, il faut être plus, donc il vaut mieux éviter les AVK. Oui. C'est ça comme message, c'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas les moyens, les AVK vraiment, si vraiment on ne peut rien faire. Mais il ne faut pas les prescrire quand il y a association cancer. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vais poser moi une question au docteur Madame Ben, je pense. Benouna. Oui, vas-y. Donc, de M. Taufer, elle dit quelle est la demi-vie des nouveaux anticoagulants oraux comparés aux AVK? Donc, comparé aux AVK, ça diffère selon les molécules, mais généralement, c'est aux alentours de 24-48 heures par rapport aux AVK qui sont aux alentours de 72 heures. En d'autres termes, il faut dire aussi que les AOD, quand on les arrête ou quand on veut les introduire, surtout quand on les arrête, ils persistent dans le sang pendant au minimum 3-4 jours. Donc, ce n'est pas la même chose comme l'HBPM, où dès qu'on les arrête, leur effet diminue. Donc, il faut être un petit peu vigilant pour leur demi-vie. C'est ça, Anas. Et aussi, ça dépend bien sûr de la clairance rénale. Oui, et la clairance rénale, c'est important à préciser. Parce que c'est vrai que les oncologues n'ont pas beaucoup la main facile sur les AOD. Donc, il faut vraiment être un peu vigilant et surveiller non seulement la clairance rénale, mais le poids aussi. Parce que les petits poids font beaucoup, beaucoup de saignements dans ce sens. Il y a d'autres questions, donc sinon, je vais poser moi les questions pour docteur Benouna. Oui, professeur Bell. Oui, alors pour dire que on vient de parler des AVK, est-ce que pour une raison ou une autre, on ne peut pas donner les AOD pour une personne qui a une indication aux anticoagulants? Une prothèse ou peut-être les moyens. Ma question est, est-ce qu'il y a un INR à ne pas dépasser? Parce que c'est vrai, par exemple, une prothèse mitrale, on dit qu'il faut un INR minimum supérieur à 3. Maintenant, avec une double anti-agrégation plaquettaire, est-ce que tu as lu quelque chose pour dire est-ce qu'il faut éviter de dépasser un certain INR pour ce genre On de voulait patient? parler des patients qui sont à la fois valvulaires, qui ont un remplacement valvulaire, par exemple mitral, mécanique, et qui sont Par exemple, coronariens, qui oui. font un infarctus. Alors, on a eu Voilà. deux cas comme ça. Alors, honnêtement, avant de remplacer la valve mitrale, généralement, on fait des coronarographies préopératoires. Et lorsqu'il y a des lésions coronaires, généralement, ces patients sont pontés avec un remplacement de la valve mitrale. On a eu quelques cas de syndrome coronaire qui sont vus à la phase aiguë. Et c'était plutôt des thromboses non obstructives de valve avec une migration de thrombus dans une artère coronaire. Et à ce moment-là, une thromboaspiration était suffisante pour désobstruer l'artère. L'origine est embolique. Maintenant, c'est vrai que pour les gens qui ont remplacé leur valve il y a très longtemps et qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, il est possible que la maladie athéromateuse progresse à son propre compte et on arrive à un certain moment où on peut dilater l'artère coronaire et prescrire une double antiagrégation plaquettaire chez un patient qui est déjà sous AVK pour une prothèse. Moi, je pense que c'est cette situation-là où vous voulez me situer. Alors, de préférence, parce que ce genre de malade, il poserait un problème, parce qu'on le verra en situation stable. On aurait préféré d'arrêter l'AVK, démarrer l'HBPM, faire une procédure par voie radiale, prescrire un IPP pour réduire le risque de saignement digestif et bien sûr mettre le stent. Il faut proposer des stents, raccourcir la durée de la dent au maximum et viser bien sûr l'INR le plus bas pour la prothèse. Par exemple, pour une mitrale, on est entre 3,5 et 4,5. Il faut viser 3,5 parce que c'est une prothèse qui est hautement thrombogène. Et pour une aortique, il faut viser 2,5 puisque c'est entre 2,5 et 3,5. Il faut aller vers 2,5 d'INR. Il faut viser le d'INR le plus bas. Voilà. Mais lorsque la FA est non valvulaire, c'est ça la nouveauté et le sujet d'aujourd'hui. Lorsque la FA n'est pas valvulaire et lorsqu'on est autorisé, d'études qui ont démontré Eurodirect ont montré leur supériorité par rapport aux AVK en termes de prévention des événements hémorragiques chez cette population. Mais quand on l'a démontré dans la présentation, parce que c'était ça le but, ben, il faut privilégier une double thérapie associant un nouvel anticoagulant ou un non-vitamine en association à du clopidogrel en fonction de la situation clinique du malade.
Merci, Il ne faut surtout Rally. pas oublier que, pardon Madame Appel, il ne faut surtout pas oublier, je ne voulais pas trop tarder dans la présentation, que chez les patients chez qui on va prescrire un AOD, qui sont coronariens, qui sont porteurs de stent, il faut toujours essayer d'utiliser un maximum de moyens pour réduire le risque hémorragique. Comme j'ai dit, utiliser la voie radiale avec un compressif à la fin, les inhibiteurs de la pompe à proton et des stents de troisième, quatrième génération qui vont entraîner moins d'inflammation et donc qui ont besoin de moins recours à la double antiagression plaquettaire. Voilà, pour réduire le risque de besoin d'une double antiagression plaquettaire. Voilà. Merci. Salim, il y a d'autres questions? Justement, dans ce sens, professeur Venono, donc chez les patients chez qui on prescrit une triple thérapie, est-ce qu'il faut donner systématiquement un IPP? Est-ce que vous pensez qu'il faut donner systématiquement un IPP chez ce Oui, patient-là? alors c'est une très bonne question. Alors le saignement digestif, il est très fréquent chez les patients coronariens, déjà sous double antiagression plaquettaire. Maintenant, quand on associe un anticoagulant oraux chez un patient qui est déjà sous double antiagression plaquettaire, on est en trithérapie. Toutes les études ont démontré un risque hémorragique qui est trop élevé. D'ailleurs, on l'a démontré dans la plaque du professeur Philippe Urban, la prescription d'un anticoagulant oral chez un patient coronarien augmente le risque hémorragique. Donc, de préférence, si on fait une triple thérapie, de préférence, on prescrira un IPP pour une protection gastrique. Merci, merci professeur. Maintenant, je passe à la question de Haruna. Donc, c'est une question pour Imad. Il pose la question chez les patients qui ont une ACFA qui est réduite au bout de 24 à 48 heures sans facteur de risque et chez qui on instaure une anticoagulation de 4 semaines. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'arrêter l'anticoagulation après 4 semaines? Et quelle sera l'attitude à adopter après l'arrêt de l'anticoagulation? Eh bien, passé 4 semaines, il faut évaluer bien sûr le risque de Chagas-Vasque du patient. Même si le patient il est passé en rythme sinusal et qu'il ne fait plus de FA. Donc, il faut évaluer son score de Chagas-Vasque et selon son score, on va décider d'une thérapie anticoagulante au long cours ou pas. Et chez les patients qui sont bien sûr à haut risque, il faut garder cette thérapie anticoagulante, comme on l'a dit, à long cours. Chez les patients qui sont à faible risque, eh bien, il faut surveiller de près ces patients, réévaluer à chaque fois lors de la consultation le risque ischémique et le risque hémorragique. Et bien sûr, il faut surveiller d'éventuels effets indésirables par rapport à le traitement qu'on a adopté par rapport au contrôle du rythme. D'accord, je pense même il faut surveiller par des haltères répétés, je pense, la survenue de FA paroxystique. Je pense, mais est-ce qu'il y a une place même aussi pour les haltères implantables dans ces cas-là? Du moment que le patient a déjà fait une FA, la prise en charge par rapport au traitement anticoagulant, ça ne va pas changer, que ce soit une FA paroxystique, une FA persistante ou persistante au long cours. C'est le Chagas-Vasque qu'il faut évaluer par rapport à ça. La question de FA paroxystique ou persistante, c'est par rapport à la charge de FA. Et bien sûr, plus les patients ils vont faire de la FA, le risque il est augmenté, mais ça ne doit pas dicter le traitement anticoagulant chez ces patients-là. D'accord, merci. Merci, Imad. Moi, j'ai une question pour Anas. En fait, j'ai bien suivi ta présentation et donc maintenant, tu as parlé en général de la prescription des traitements anticoagulants, spécialement les AOD chez le patient cancéreux. Et en cas de saignement digestif, donc ce qui est préférable, enfin ce qui sort des études, c'est bien, si j'ai bien suivi, c'est généralement, et j'ai vu ça dans la recommandation, mais pour être sûr, est-ce que dans les recommandations, est-ce qu'il faut favoriser plus l'apixaban par rapport aux autres AOD? Donc, par rapport à l'étude, ça a montré que l'apixaban, il fait saigner moins en termes même dans le cancer digestif. Par contre, jusqu'à présent, l'apixaban, il ne figure pas comme étant une recommandation chez les patients porteurs d'une néoplasie digestive. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas vraiment l'AMM dans la néoplasie digestive, mais par rapport à l'étude qui a été publiée, ça saigne moins que le rivaroxaban par rapport à l'étude qui a été publiée. D'accord, merci pour ta réponse. Toujours dans le même ordre d'idées, Anas?
quelle pathologie les AOD sont les mieux dans quelle situation? C'est-à-dire la meilleure situation pour prescrire les AOD. Donc, la meilleure situation pour prescrire la OD, c'est chez un patient qui a un risque de récurrence thromboembolique qui est élevé avec un risque hémorragique qui est relativement faible. Donc, à titre d'exemple, c'est la néoplasie pulmonaire. C'est quasiment, selon les études, c'est la néoplasie où ça saigne le moins. Donc là, c'est une proposition idéale pour prescrire de l'AOD dans un contexte de néo qui est actif. Si ça répond à la question. Oui, oui, très bien. J'ai une autre question, Madame Belp, de Dr Warraq. Donc, c'est une très bonne question. Donc, c'est une question pour tout le monde. Donc, elle pose la question par rapport aux patients qui sont suivis pour une FA sur un rétrécissement mitral et qui ont bénéficié d'une dilatation valvulaire. Peut-on switcher vers les AOD par la suite? Très bien. FA avec RM, c'est une FA valvulaire, donc il n'y a pas de place normalement pour les AOD. Il faut garder cette patiente-là sous AVK, à mon sens. Même si les patients ont été bénéficié d'un traitement curatif, enfin d'une dilatation valvulaire mitrale, donc on garde le traitement, les AVK. Les AVK. Je pense, mais il n'y a pas d'études jusqu'à présent enfin, qui comparent les AVK par rapport aux AOD chez ce groupe de patients. Mais ça serait intéressant de mener une étude dans ce sens, je pense. Il y a un manque d'études effectivement par rapport à la maladie rhumatismale et AOD. Il y a plusieurs études qui sont en cours, mais en attendant, c'est les AVK. Oui, mais il faut préciser aussi que les prothèses qui ne sont pas mécaniques, non mécaniques, on peut prescrire les AOD. C'est les prothèses mécaniques où on ne peut pas prescrire les AOD. C'est bien ça. Oui, Alors, effectivement. ouais. Oui. Vas-y, continue. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. On peut effectivement les mettre sous AOD, mais il faut des études randomisées de large population pour étiqueter effectivement cette question-là. Mais les AVK, ils sont surtout maintenant, c'est pour la FA valvulaire, FA avec RM modéré acéré ou prothèse mécanique. Le reste, on peut les mettre sous AOD. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question, Madame Bell. Donc, Oui. maintenant, c'est une question aussi très importante. Est-ce qu'il y a des antidotes pharmacologiques pour les AOD en cas d'hémorragie par surdosage et que faire? Pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Mes souvenirs, je pense que c'est le dabigatran, Salim, qui a un antidote, mais qui devrait coûter un peu cher. Mais je ne sais pas s'il est disponible au Maroc. Je pense que c'est l'hydrasuzumab, mais il est pas disponible et il est vraiment très cher. Mais les autres, non. L'idarucizumab et l'andexanate alpha pour l'hexagon. Oui, effectivement, je pense que Mme Bell va confirmer. C'était pour l'abicatran, c'était disponible à l'hôpital. Je pense que c'est toujours disponible. Donc, en cas de problème, normalement, nous contactons. Mais pour les autres antidotes, donc c'est pas disponible pour l'instant au Maroc. Et je pense même en Europe, il n'y a pas encore l'AMM, juste aux États-Unis pour la rivaroxaban. Il y a la notion d'hémodialyse concernant Dabigatran. Pour le dabigatran, oui. Tout à fait. Donc, mais sinon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. On va donner la parole au laboratoire Pfizer donc pour donner un petit peu leur point de vue dans ça et s'ils ont des messages à transmettre. Lamia, tu es toujours avec nous? C'est toi qui vas parler ou quelqu'un d'autre? Je suis là, Madame Abdel. Oui, donc est-ce que vous avez prévu à présenter quelque chose? Après les brillantes présentations, je crois qu'il ne nous reste qu'à vous remercier infiniment pour nous avoir donné l'occasion d'être présents avec vous, nous avoir donné l'occasion aussi de participer à la formation continue à travers l'association La CIR. Je vous remercie, professeur Hebbel.
Je remercie le professeur Arous. Et bien sûr, un grand merci à professeur Bnouna, docteur Nouamou et docteur Maroufi qui ont partagé avec nous d'excellentes présentations qui étaient vraiment claires et vraiment très, très, très riches. Et sans oublier, bien sûr, l'assistance qui était très nombreux, très intéressés avec des questions vraiment très pertinentes. Donc, je remercie tout le monde et j'espère qu'on aura l'occasion de multiplier ce genre de réunions très riches avec beaucoup de partage. Merci, Lamia, pour ce mot qui est agréable. Est-ce que, toujours dans l'audience, est-ce qu'il y a des remarques, des propositions, des questions, des choses que vous n'avez pas compris? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, donc je félicite les trois orateurs. Elles étaient vraiment brillantes, toutes les trois. Bravo. Il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que vous nous avez apportées. Très bien. Donc, je donne la parole tout de suite au professeur Arous pour conclure en tant que président de la CIR. Merci encore. Merci, Madame Bell. Je remercie l'assistance et je remercie le laboratoire Pfizer pour son soutien dans la formation continue. Et je remercie énormément les trois orateurs, professeur Bnouna, Dr Imad Nouamou et Dr Anas Maroufi. C'était des présentations très intéressantes. On a bien suivi, on a appris beaucoup de choses. Nous, en tant que spécialistes en cardiologie et les autres spécialités, je pense pour eux aussi, c'était très intéressant. Et aussi pour les résidents de notre service et les autres services. Donc, je vous remercie énormément et je vous donne un autre rendez-vous pour la prochaine fois pour un thème aussi important. Je remercie Madame Paul. Voilà. Très bonne soirée. Merci, très bonne soirée. J'ai oublié de remercier Dr Tsofer qui était avec nous. Merci Nza. Merci pour les autres qui n'étaient pas, qui étaient présents, donc en dehors de la spécialité cardiologie. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.